on est déjà aujourd'hui, ça s'est accéléré avec le confinement, on est un peu plus présent de manière numérique. Et du coup, pour moi, c'est simplement une représentation, vu qu'on passe beaucoup de temps là-dedans, c'est logique qu'on s'habille un peu là-dedans, qu'on achète des objets là-dedans, qu'on montre, on va dire, une partie de notre identité là-dedans, et que certains, plutôt que de mettre de l'argent dans une bagnole, aient envie de montrer justement une bagnole numérique, par exemple. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Il est au top, je suis au top, nous sommes au top. C'est les conjugaisons. Salut, John Carp, ça va ? Ça va et toi, Matt ? Bien, écoute, je suis ravi. John Carp, je te disais quel nom d'américain, sinon. Voilà, alors on s'est rencontrés pour la première fois en visio il y a 2 ou 3 semaines, puis depuis on se quitte plus, quoi. On se croise à droite, à gauche, dans des événements, etc. Et je suis ravi d'ailleurs. Je suis ravi parce qu'on va parler d'un épisode que je veux faire depuis assez longtemps. Mais avant, c'était peut-être trop tôt. Maintenant, on est en plein dedans. Je crois que j'aurais bien aimé le faire avant l'été parce que j'aurais peut-être réussi à faire un ou deux bons coups quand même. On va parler, John, si tu veux bien, de NFT, les non-fungible tokens que tu connais si bien. Exactement. Donc, merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis très heureux et je suis un passionné justement de NFT. Donc, je serais ravi de vous présenter justement ce que je fais et comment vous pouvez vous aussi en profiter. Évidemment, quand on parle de NFT ou de NFTs, en effet, à l'américaine, il faut comprendre déjà ce que c'est. Pour faire très simple, on en a parlé beaucoup dans l'actualité. En ce début d'année, c'était en mars, en fait, il y a eu une sorte de vente record. C'est un artiste qui s'appelle Beeple, qui a vendu chez Christie's une de ses œuvres qui s'appelle Every Days pour 69 millions de dollars. Et donc, je pense que... ça au moment où je suis en train de boire un verre d'eau, j'ai failli m'étouffer. C'est ça, j'attends toujours le moment critique. Valait mieux que je m'étouffe plutôt que je te le crache au visage, hein, tu vois, mais voilà, ça va mieux. Merci. Donc voilà, désolé, mais en effet, ça nous fait tous un choc. 69 millions de dollars, toute l'actualité c'est vraiment le premier moment, je pense, où on a relayé beaucoup cette information dans les médias mainstream, on va dire. C'est cette vente record, suivie d'autres ventes records. En fait, il y a eu d'autres ventes dans les maisons d'enchères, essentiellement chez Christie's et chez Sotheby's. Donc maison d'art, on va dire, et de collection. Il y a eu d'autres ventes qu'on appelle de CryptoPunk. C'est des sortes de petits bonhommes pixelisés. Des petits bonhommes pixelisés. Quand les gens regardent ça, en général, ils disent « Mais tu te fous de moi, c'est pas possible que des gens investissent des millions dans des JPEG avec des petits bonhommes avec des têtes de pixels que même mon fils peut le faire. Même mon fils peut le faire dans son jeu, dans son appli où il fait du coloriage en pixels. Donc ne te moque pas, moi, ça vaut pas 500 000 balles ou 5 millions de dollars comme certains l'achètent. » Donc ça a un petit peu suscité le débat. Je vois que tu es en train de regarder justement sur cointribune.com, un CryptoPunk vendu à 6,63 millions de dollars, le 8857 devient le 4e NFT le plus cher, tu vois. Voilà, Donc on a des ventes records. Donc les gens comprennent pas parce qu'ils disent attends, c'est une image que j'achète, j'ai même pas de support. Et donc c'est là que j'en viens à qu'est-ce qu'un NFT. Un NFT, comme tu l'as dit, c'est non-fungible token. Je veux pas rentrer dans les discussions je trouve que c'est un terme qui est un peu compliqué. Ça veut dire qu'on parle d'un token non fongible qu'on met en opposition avec un token fongible. Pour faire simple, parce que maintenant qu'on l'a dit, on va quand même en parler. Mais, je veux pas rentrer là-dedans, mais j'y rentre quand même. Voilà, mais maintenant que je l'ai dit, je suis obligé de dire, en fait, fongible, ça veut dire que c'est comme l'argent est fongible, pour faire simple. Ça veut dire qu'un billet de 100 € peut se substituer à un autre billet de 100 €, ça a exactement la même valeur et tout le monde s'en fiche. Alors que non fongible, c'est justement une œuvre d'art, un objet de collection qui, par son caractère, est forcément unique et donc pas remplaçable. Et donc, en fait, comment moi je définis un NFT, c'est un titre de propriété d'un objet unique et numérique. Donc, un titre de propriété d'un objet digital, tout simplement. Et qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'un titre de propriété ? Je pense que justement, c'est ça toute la problématique. C'est que sur Internet,
la rareté n'existe pas par nature. C'est ça. Ça veut dire que je crée une image, je la publie, tout le monde peut faire clic droit, enregistrer sous, et la voir chez soi, l'afficher chez soi, en profiter, et point final. Voilà, l'idée, je reprends cette image, à la limite, on pourra prendre celle-ci pour illustrer cet épisode. Et puis voilà, d'ailleurs, tu vois, je peux la prendre et la mettre peut-être même sur lamartingale.io et puis sur la newsletter, etc. Et puis en fait, c'est contrôlé normalement, mais bon... je le fais, en fait, tout le monde le fait, et voilà, et puis voilà. Donc, normalement, tu as quand même une propriété intellectuelle, les photos, tu n'as pas le droit de les utiliser n'importe comment, etc. Il y a des photographes, des droits d'auteur, des droits d'image. Mais on va dire au minimum, l'imprimer et le mettre dans ton salon, tu peux le faire. Tu peux le faire et personne ne le verra. Et voilà. Et donc là, l'idée, c'est que si je l'imprime et que je le mets dans mon salon, ou je mets un grand écran dans mon salon et que je le mets dessus, eh ben, c'est le mien. Tu vois, c'est un peu ça la différence, en fait. C'est qu'il y en a, c'est comme si tu avais une copie d'un Picasso, finalement. Bah, c'est une copie, c'est pas un Picasso, c'est pas pareil. Exactement. Même s'il est exactement pareil. Et là, tu parles exactement de l'exemple qu'on utilise, où dans le milieu, on utilise beaucoup l'exemple de Mona Lisa. Ta Mona Lisa qui est libre de droit, tu peux avoir une super lithographie hyper réaliste dans ton salon. Tu as même des peintres, d'ailleurs, qui reproduisent à l'identique Mona Lisa aujourd'hui pour que tu puisses en jouir chez toi. La valeur finalement, ça va être le prix que tu as donné, le billet que tu as donné au peintre ou le prix de la matière première. Mais tout le monde sait que l'original, elle est au musée du Louvre. Et donc, en fait, tu crées, avec le NFT, la notion, en effet, de rareté dans le monde du numérique et donc un original. Tu peux pas t'empêcher, je sais, évidemment, mais de te dire, tu vois, demain, je mets Mona Lisa dans mon salon, tu vois, la copie conforme, donc refaite. J'avais vu un mec aux États-Unis, il faisait ça pour c'était il y a 20 ans, il faisait ça à New York, soit pour des films, pour des histoires d'assurance, il prenait pas des originaux, soit pour des collectionneurs qui avaient un tableau et qui voulaient le reproduire pour différentes maisons, ou souvent même ils mettaient l'original au coffre. Et le réel la copie dans leur salon, parce que comme ça évitait des d'ailleurs les plus vicieux font croire qu'ils ont l'original au coffre alors qu'en fait ils ont l'original dans le salon. C'est ça. Mais donc t'en arrives à des trucs un peu twisted comme ça, mais je veux dire, demain, moi, Mathieu Stéphanie, je vais chez moi, je te colle Mona Lisa dans mon salon, tout le monde me dit mais quel blaireau, tu vois, parce qu'évidemment tu sais qu'il est la Joconde, elle est au Louvre, putain, tu vois, donc il y a pas de tu vois l'idée. Mais là il y a quand même un truc, une grosse différence. Et je dis pas que ça n'a pas de valeur, etc. Je dis juste que philosophiquement, psychologiquement, c'est quand même dur. C'est que, quoi qu'il arrive, je reprends celui-là, le CryptoPunk 8857, eh ben, il n'existe pas, entre guillemets, d'original. Il y a la manière dont je vais l'avoir, si je l'imprime, tu vois ce que je veux dire, l'original, il a été fait de la main de Léonard de Vinci. C'est pas qu'un titre de propriété. Il y a une notion, en effet, qu'on appelle de manuscrit. En fait, c'est ça, c'est le manuscrit, ça veut dire fait de la main de, finalement. Et en fait, mais si tu veux, on est en train de retranscrire, en effet, dans l'univers numérique, ce qui existe dans le monde physique. Et ça passe, en effet, c'est pour ça qu'on s'appuie sur cette technologie blockchain qui reproduit, en fait, la signature. C'est ça, en fait, quand on parle de... Alors, je parle un petit peu d'en dessous, c'est vrai qu'on n'a pas... J'avais pas encore prononcé le mot tabou jusqu'à présent, ça veut dire blockchain. Mais pour faire simple, ces NFT, en effet, reposent sur la même technologie que les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et autres, à savoir la blockchain. Et donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai quand on dit tu possèdes le NFT du punk 4467 ou 8857. C'est pas loin. Donc je possède le 8857. Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que j'ai inscrit dans ce grand registre de l'internet, où tu vois, on aime bien utiliser l'image des notaires, même si ils aiment pas ça. Mais donc dans ce grand registre de l'internet, j'ai inscrit dans le marbre que John Carp a acheté à telle heure le punk 8857 à Mathieu à tel moment. Et donc, en fait, avec chacun, nos deux signatures qui ont été... on a fait un pacte et on a signé ça, justement, avec notre wallet, avec notre signature blockchain. Et ça, si tu veux... Notre wallet, pas nos toilettes, pardon. Oui, excusez-moi, oui, je prononce mal. Notre portefeuille numérique. Oui. Non, parce que nos toilettes, je me suis dit, pourquoi il parle de toilettes, de chiottes ? Non, j'avais pas compris. Notre wallet, portefeuille. Ouais. Exactement. Donc, du coup, ça veut dire que
en effet, il y a un changement cognitif. Il y a une évolution à ce niveau-là. Et moi-même, pendant plusieurs mois, j'ai vu des gens le faire en me disant mais c'est pas pour moi, je comprends pas, je vois pas, je sais pas. Mais quand tu réfléchis un peu plus, en fait, on est quand même juste sur une extension du fait qu'on devient tous des êtres digitaux. Quand je dis qu'on devient des êtres digitaux, qu'on soit en immersion, évidemment, dans des jeux comme Fortnite, qui, par ailleurs, génèrent plus de 2 milliards en 2020 de chiffres, juste sur des ventes de wearables, sur des ventes de fringues, de style, juste pour dire à ses potes, regarde, j'ai la même veste que tel influenceur, ou j'ai acheté la casquette Balenciaga. C'est même pas pour être plus fort dans le jeu, hein, c'est vraiment juste du style. Oui, mais alors ça, typiquement, c'est un des exemples que je comprends. Je veux dire, et là on est sur du NFT aussi. Hein. Alors sur Fortnite, c'est pas du NFT aujourd'hui. Alors sur certains jeux vidéo, typiquement, alors je prends l'exemple souvent ça va être un jeu de guerre ou un truc comme ça. Donc tu vas jouer, tu progresses, t'es fort, t'arrives potentiellement à la fin d'un certain nombre de niveaux, après 50, 100 heures de jeu, 200, j'en sais rien, et puis tu gagnes l'AK-47 or et argent, rayé, zébra, je sais pas quoi, etc. Et pour l'avoir, il faut être passé par là. Et puis en fait, il se trouve que celui-là est unique. Bon. Tu l'as gagné, t'as travaillé entre guillemets, en tout cas t'as travaillé dans le jeu pour l'avoir. Que tu puisses décider de le revendre et que des gens se disent tiens, parce qu'en fait ça se voit dans le jeu, c'est-à-dire que tu vois le mec qui a telle tête, tel gun, tel skin, donc ce qu'on va appeler, et donc en fait tu l'achètes et puis il y en a que tu le vendes 300 balles parce qu'en fait tu as passé des heures et des heures, et puis qu'il y en a un qui dit je l'ai acheté 300, puis il y a quelqu'un qui le veut pour 600. Bon, finalement je comprends, tu vois, il y a un côté un peu objet numérique. T'as un objet numérique que tu portes et finalement quand tu te balades dans Fortnite, tu vas avoir la fame, les gens vont te regarder en disant ah ouais, c'est lui la légende qui possède l'AK-47. Voilà. Donc on est sur de l'ego. Mais pour moi, si tu veux, alors moi je joue pas à Fortnite, c'est vrai que je suis pas beaucoup sur le game, mais malgré tout, je suis quand même un être numérique. C'est-à-dire que déjà sur mon réseau social, quand je suis sur Twitter, c'est le phénomène qu'on a vu qui s'est passé pendant l'été, et juste ma photo de profil, déjà, c'est une partie de moi-même. Ce que j'écris, c'est une partie de moi-même. D'ailleurs, on n'est pas les mêmes sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok, ou sur Instagram. On développe déjà ce qu'on appelle un avatar, ça veut dire une identité ou un reflet de nous-mêmes qu'on veut montrer aux autres. Et donc, c'est déjà une partie de notre identité. Et c'est devenu extrêmement important, le temps que même nous, sans être dans Fortnite, on passe sur les réseaux sociaux. Et on est déjà un peu dans ce métaverse, on va dire, dans cet univers parallèle quand on est dans les réseaux sociaux. Et donc, ce qui s'est passé cet été quand on a vu, Jay-Z, Snoop Doggy Dogg ou d'autres grands DJ changer leur photo de profil pour justement mettre un CryptoPunk. On est déjà, en fait, pour moi, dans cette même logique de dire, alors là, c'est le CryptoPunk chez Jay-Z, c'est du bling-bling numérique pour moi. Ça veut dire que à une époque, tu devais montrer une Rolex pour montrer que tu avais réussi ta vie. Et là, aujourd'hui... Après, il y a eu la Ferrari, la Lambo, le machin, puis maintenant, t'es sur le NFT, quoi. Voilà, maintenant, tu dis, voilà, si t'es dans le rap, et qu'aujourd'hui, c'est ça, si t'es dans le rap et que t'as pas un CryptoPunk en photo de profil, c'est que t'as raté ta vie. Donc, si tu veux, c'est un objet d'ego. Mais tous à notre niveau, moi, je vois pas pourquoi, tu vois, quand on fait nos Zooms aujourd'hui ou nos conférences, je pense vraiment, moi je suis intimement persuadé qu'on va, au lieu d'avoir une plage hawaïenne, demain, en background, on va commencer à avoir des environnements qui nous sont propres, peut-être des œuvres qui nous sont propres, peut-être montrer une partie de nous-mêmes, parce que on est déjà aujourd'hui, enfin ça s'est accéléré avec le confinement, on est un peu plus présent, on va dire, de manière numérique. Et du coup, pour moi, c'est simplement une représentation, vu qu'on passe beaucoup de temps là-dedans, c'est logique qu'on s'habille un peu là-dedans, qu'on achète des objets là-dedans, qu'on montre, on va dire, une partie de notre identité là-dedans, et que certains, plutôt que de mettre de l'argent dans une bagnole, aient envie de montrer justement une bagnole numérique, par exemple. Alors, on va revenir en détail dans tout ça. Et comment ça s'achète? Combien ça vaut? Est-ce que ce type qui a acheté ce NFT à 69 millions, qu'est-ce qu'il vaut après? Est-ce qu'il vaut 0? Est-ce qu'il vaut 2? Est-ce qu'il vaut 10? Est-ce qu'il vaut 10 fois le prix? C'est ça. Mais avant, parce que je ne l'ai pas précisé, on est déjà bien rentré dans l'épisode, en quoi tu es légitime, toi, tu vois, à parler de tout ça? Et c'est important, parce que toi, tu connais ça depuis... En fait, ce qui est assez drôle, c'est depuis
hyper longtemps et finalement depuis assez peu. Depuis une éternité, à savoir 20 mois. C'est ça, au moment où on parle. Mais à la fois, tu as vraiment quasiment depuis 20 mois et le début du premier confinement dédié ta vie aux NFTs, quoi. Donc maintenant, alors t'as commencé par investir, je crois, un petit peu, et puis ensuite tu as écrit un livre, co-écrit un livre, NFT Révolution, et désormais tu animes un podcast quotidien. Exactement. Quotidien, on a un podcast quotidien. Alors c'est d'autres conditions. NFT Morning. NFT Morning, on le fait en live, donc ça veut dire sur Clubhouse ou sur... Non. Maintenant c'est sur Twitter Space, okay, du coup. Ouais. Mais en effet, on a mis sur Twitter Space NFT Morning tous les matins. Et donc, on reçoit à 9h du matin un invité de l'univers du NFT. Ils sont 8, donc ça tourne un peu. Exactement. Non, je me moque de toi. Il y a 8 invités en France possibles dans l'univers. Non, donc c'est toujours les mêmes. Voilà, un par semaine. Le lundi, c'est Gilles. Le mardi, c'est Josiane. En fait, c'est beaucoup plus large que ça maintenant, parce que beaucoup d'artistes traditionnels, tu vois... Alors là, je sais pas quand le podcast va sortir, mais on a JR qui est un artiste contemporain assez connu. Bien sûr, je vois très bien, j'en ai un chez moi. Ah bah voilà. Donc tu vois, tu peux avoir son NFT maintenant qui sort aussi cette semaine, enfin qui est sorti du coup quand le podcast est diffusé, mais qui se vend sur le second marché. Mais du coup, juste pour dire, donc en effet, on a ce podcast, on a ce livre NFT Révolution qui est que j'ai voulu écrire. En fait, pourquoi je l'ai écrit, c'est simple. Juste pour te faire mon histoire rapidement. J'ai acheté des NFT, on va dire, j'ai investi ou j'ai collectionné, j'aime bien dire qu'on collectionne des NFT. Ils ont pris pas mal de valeur fin 2020. Et donc, tous mes copains qui me regardaient en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi t'achètes des pixels? D'un coup, se sont dit, vas-y, moi aussi, je veux t'en parler. Et je recevais vraiment 10 coups de fil par jour de personnes qui voulaient se mettre dans les NFT. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, je vais écrire un bouquin. Comme ça, je vais gagner du temps pour que même mon père, qui a 70 ans et qui me disait « Vas-y, comment j'achète des NFT ?» J'avais envie de lui dire je lui ai fait un bouquin pour lui. Et c'est vraiment ce bouquin, je l'ai voulu très pédagogique. On explique les racines du mouvement. On explique quelles sont les principales plateformes, qui sont les principaux artistes et comment on peut s'y mettre. Et donc, on l'a vendu d'ailleurs sous forme de NFT. C'est-à-dire que sur le site, le bouquin est pour l'instant, jusqu'à présent, n'était pas sur Amazon. D'accord, jusqu'à présent, ça veut dire que ça va changer, ça. Exactement. D'accord, mais alors, on va y revenir, mais donc tu peux vendre un livre sous forme de NFT. Ça veut dire que tu vas vendre... Il y en a qu'un? Il y en a plusieurs? Alors, j'ai fait une édition limitée, en 300 éditions, que j'ai commercialisée sur le site nftrevolution.xyz. Et donc, les personnes, quand ils achètent, en fait, ils n'achètent pas le bouquin, ils achètent une carte qui avait été designée par un artiste, d'ailleurs français, qui s'appelle Unique. Et cette carte leur permet d'aller sur notre site et de réclamer la version à la base numérique du livre et puis aussi la version print du livre. Mais ce qui est bien, c'est que cette carte est aussi un objet de collection. Ça veut dire qu'on l'a vendu d'ailleurs, le bouquin en 300 éditions au départ, on le vendait quelque chose comme 30 €. Et maintenant, ça s'achète sur le second marché aux alentours des 100 €. Donc il y a eu un peu de spéculation aussi autour de ça. Et alors là, ça veut dire, est-ce que comme... parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de règles. Est-ce que comme sur ces CryptoPunk, là, on a dit CryptoPunk, c'est ça? C'est ça. En fait, si je n'ai pas le livre, je peux quand même le voir et le lire ailleurs, et voilà. Ou il faut absolument l'acheter pour l'avoir, parce que c'est comme un manuscrit? Ouais, tu touches du doigt une évolution du marché. En effet, pour avoir le livre, il te faut là pour le coup le NFT. Et donc le NFT, c'est un pass d'accès qui te permet d'obtenir le livre. Donc il peut y avoir en simultané que combien t'as dit de livres? 300 300 personnes qui ont le livre, en fait. Et tu dois le refiler ou pas, d'ailleurs? Exactement. Obligé, tu le gardes ou tu le revends. Okay. C'est ça. Donc c'était une expérience qu'on voulait faire aussi là-dessus et qui était assez intéressante. Mais du coup, donc ça veut dire juste... j'aurais dû te laisser finir, mais que tu peux, en fait, appliquer... du NFT à plein de projets perso, quoi. Je sais pas, je pourrais vendre, je dis une connerie, je sais pas pourquoi, mais des épisodes de podcast disponibles en NFT, et en fait, il faut... mais complètement, non, mais c'est en fait, si tu veux, je pense, alors là, on va déjà beaucoup plus loin, et on est déjà dans l'évolution du marché, mais moi, je suis intimement persuadé que ça va être un nouveau mode de commercialisation qui va être révolutionnaire. Tu as déjà beaucoup d'événements, plutôt aux États-Unis, où en fait, au lieu d'acheter un ticket, tu achètes le NFT qui te permet d'accéder finalement à la conférence, par exemple. Demain, ce sera un concert. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est quoi? Et c'est parce que c'est dans la blockchain. Quand j'achète le NFT, si demain je veux le revendre sur le second marché, il n'y a pas de marché noir en fait. C'est directement dans la blockchain. Donc, je vais revendre via une plateforme de NFT à une autre personne. Et
la personne qui organise la conférence va peut-être toucher 10% de royalties sur la vente qui a lieu sur le second marché. D'accord, ça c'est intéressant parce qu'en effet, tu te dis finalement, sinon c'est que les primo-accédants qui en bénéficient, les primo-acquéreurs des NFT, alors que tu vois, ça me fait penser au Parc des Princes, au PSG, je sais pas si tu vois comment ça fonctionne. En fait, quand tu achètes, moi j'ai 4 places à l'année parce que j'en ai un abonnement corpo depuis 10 ans, quelque chose comme ça, un peu moins. Et en fait, quand tu n'y vas pas, tu peux les revendre sur une place de marché, ticket place, je sais pas, etc. Et quand tu les revends, le PSG retouche. Donc du coup pour eux c'est bien parce qu'ils se garantissent un revenu récurrent annuel avec des gens comme moi qui sont abonnés et qui resteront abonnés. Et en plus à chaque fois que je revends toujours beaucoup plus cher parce que Léo Messi et Neymar et Mbappé et du coup évidemment eux ils retouchent encore et en fait à chaque fois ils ont intérêt à ce qu'il y ait que ce soit dynamique. Ouais, c'est ce type de mécanique exactement qui peuvent avoir lieu et qui vont avoir lieu de plus en plus à mon avis sur les belle actifs. martingale tout ça quand même, si ça marche quand tu y arrives à te projeter sur des trucs un peu rares ou t'as des business models incroyables qui vont être inventés, je pense. Enfin, tu vois, sur les accès, moi, tu parles du podcast, de l'édition, de tout ce qui touche au contenu. Je pense que tu vas avoir beaucoup d'usages. Tu vas avoir t'as déjà des gens qui font des tests avec des sortes de passes illimitées pour accéder aux médias de manière illimitée à vie. Et donc, t'imagines que ce pass va prendre de la valeur, donc tu peux potentiellement le revendre derrière. T'as une personne extrêmement connue, Gary Vee, oui, Gary Vaynerchuk, bien sûr. Qui a créé sa propre collection de NFT, qui sont que des NFT utiles, on va dire. Ça veut dire, t'as par exemple une 50aine de tickets, 1 heure avec un café avec Gary Vee. Et donc, tu peux utiliser ce NFT pour prendre le café ou tu peux le revendre sur le second marché. T'as d'autres NFT de lui, c'est Scholarship, ça veut dire 6 mois de formation avec lui. Et puis, t'as tous les NFT de base qui sont des passes d'accès à sa conférence. Donc, si tu veux, il y a tout un univers qui s'organise. Les gens spéculent beaucoup là-dessus parce qu'il y a des gens qui l'achètent pour dire, vu que Gary Vee va devenir encore plus important demain, je garde son NFT parce que ça aura encore plus de valeur de passer 1 heure avec lui demain, par exemple. Donc, ça fait penser à beaucoup de business. Mais pour revenir à la base des bases, aujourd'hui, le marché, on va dire à 95%, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'art, des cartes de collection. Je sais pas si vous avez déjà parlé de Sorare, en effet, mais l'équivalent de ces petites cartes Panini de foot qui s'achètent. Je reçois sur Génération Do It Yourself prochainement Nicolas Julia. Ouais, donc qui est un des leaders mondiaux du NFT dans le domaine du sport, justement, donc des petites cartes de collection, mais avec lesquelles on peut jouer. Bon, il y a des petites nuances. Il y a, on va dire, tout l'univers justement des métaverses, ça veut dire les mondes virtuels. Un peu comme le film de Spielberg, Ready Player One, où on va dire tout simplement on est un peu dans la suite de Second Life pour ceux qui ont connu il y a une quinzaine d'années. C'est vers des mondes complètement en 3D virtuels. Et le NFT, on peut acheter des terrains, on peut acheter des vêtements aussi. Et ces terrains, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont propriétaires peuvent revendre le terrain, peuvent louer le terrain, peuvent l'exploiter, peuvent le détruire s'ils veulent d'ailleurs, peuvent même le mettre en gage pour un crédit. Il commence à y avoir toute une économie là-dedans. Donc voilà, mais en tout cas, il y a c'est les catégories principales qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis il y a le gaming, donc le jeu vidéo, c'est la dernière catégorie. Donc aujourd'hui, on trouve beaucoup ça, et c'est là-dedans aujourd'hui qu'il y a pas mal de personnes, on va dire, qui collectionnent, qui investissent et qui se positionnent. Compris. Alors, maintenant qu'on a posé tout ça, on comprend un peu les concepts, les bases de ce qu'on peut en faire, finalement, et un peu de créativité. En fait, je pourrais, en effet, je prends, je sais pas, tu vois, alors, pour un domaine qui est ici, le podcast sur lequel on est, je pourrais donc dire, tiens, je vends cet épisode de podcast en NFT à 10 auditeurs, et puis si tu veux l'écouter, va falloir, il est limité à 10 personnes, donc en simultané, en tout cas, donc il va falloir le racheter à quelqu'un. Et selon la rareté, s'il y en a 9 qui veulent le vendre ou 10, voilà, ça va tourner. S'il y en a 9 qui veulent pas le vendre et qui se disent je veux le garder et qu'il y en a qu'un seul, ça va, j'imagine, monter. Enfin, voilà. Je pourrais aussi dire, tiens, j'aime pas trop, je vends pas mon contenu éditorial, donc les gens me payent pas pour le faire, mais pour le fun, tu vois, sur une expérience, dire, tiens, j'enregistre un podcast avec toi. Avec celui qui a du NFT, comme mes audiences grossissent, tu peux te dire j'ai intérêt à attendre 1 an que tel ou tel podcast soit plus gros pour venir pour m'inviter, et puis finalement avec la personne qui sera prête à payer le plus cher ce NFT, je peux j'imagine faire plein d'autres choses encore juste sur ce milieu de podcast, évidemment. Donc ouais, tu peux choisir tout simplement même de faire après juste. En fait, c'est un outil aussi de fédération de communauté. Donc, tu pourrais tout simplement dire, tu as le NFT collector du 100e podcast, quelque chose comme ça, qui est une collaboration avec un artiste. Et simplement, tu vois, une manière de monétiser, de dire, les personnes qui possèdent ce NFT vont pouvoir accéder
à l'écoute du podcast 24 heures avant les autres, ou pouvoir... Enfin, tu vois, tu as d'autres manières de... Et je peux faire des trucs du genre... Bon, alors après, il y a quand même des histoires de loi, de finances, ça doit pas être si simple quand même. L'AMF ou des choses comme ça, je dis ça, mais je peux dire, par exemple, chaque épisode de mes podcasts est à vendre en NFT, et celui qui a le NFT prend 10% des revenus liés à l'épisode. Tu as des royalties, tu as plein d'expérimentations qui ont lieu là-dedans, notamment dans le monde de la musique aussi, pas mal, où en effet, tu as un artiste qui s'appelle Jacques en France, mais tu as un DJ aux États-Unis qui s'appelle Blow, ça s'écrit 3, le chiffre 3 est LAU, qui, lui, en fait, te dit d'ailleurs, quand tu possèdes un de ces NFT, tu vas automatiquement toucher des royalties du titre que tu possèdes. L'artiste Jacques en France a fait la même chose, dit tu possèdes 1 seconde de mon titre, en fait, c'est un peu une image, et vu qu'il y a 200 secondes, c'est comme si tu avais 1/200 de royalties, et tous les royalties master, ça veut dire passage radio SACEM, exploitation commerciale pour publicité, etc. Tu vas pouvoir les toucher les royalties là-dessus. D'accord. Exactement. Ouais, donc c'est assez deep quand même comme usage. Maintenant, je comprends ça. Ouais, alors techniquement il y a 2 choses. Il y a où est-ce que j'en trouve, comment je trouve les bons entre guillemets, parce que c'est bien, mais il y a plein de comme je l'imagine comme les artistes, t'as des croûtes et puis t'as des tableaux de maître, tu vois. Comment je les distingue d'une part, mais peut-être avant d'aller là-dessus, et j'imagine qu'il y a des trucs qui partent au plafond très fort et qui vont s'écraser de manière hallucinante. Mais avant tout ça, comment techniquement je peux acheter un NFT. Alors moi, j'étais passé, j'en ai fait qu'une fois par ce truc qui s'appelle, que tu connais peut-être, MetaMask, non? Bien sûr. Voilà. Ouais, bah, c'est ça. Comment je peux acheter un NFT techniquement? C'est quoi le process? Parce qu'en fait, tu vois, c'est un peu comme la blockchain pendant longtemps, avant que ce soit très accessible et que Coinbase et Binance, etc., fassent des trucs très faciles d'accès. C'était quand même compliqué, quoi, tu vois. Et après aussi, comment je peux vendre ou créer mes propres NFT? Est-ce que c'est injouable? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut être un gros geek ou est-ce que c'est carrément jouable? C'est carrément jouable. Bon, alors vas-y. C'est carrément jouable, mais je vais pas te mentir. Il faut avoir l'envie de s'y mettre quand même, parce que il y a une petite barrière technique. Pour l'achat ou pour la vente? Pour ce que tu es en train de faire, de télécharger ton wallet justement pour commencer à acheter des NFT. C'est pas le même wallet que... Ça se fait pas sur le Coinbase Wallet. C'est pas le même wallet qu'un wallet de... D'accord. Non, ça se fait pas avec ton Coinbase. Par exemple, si tu es déjà dans les crypto-monnaies, tu vas avoir un compte sur Coinbase ou sur Binance qui sont des exchanges. Ça veut dire des endroits où tu achètes et tu vends des Ethers ou d'autres crypto-monnaies. D'accord. Donc, bon, ça c'est bien. Mais ça suffit pas pour pouvoir aller sur les sites principaux où on achète des NFT. Si tu veux vraiment t'y mettre, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est en effet que tu télécharges un wallet Ethereum, parce que c'est sur Ethereum beaucoup que se passent les choses, même s'il y a d'autres blockchains maintenant, il y a d'autres univers qui fonctionnent. Mais le principal aujourd'hui, c'est un univers Ethereum. Et donc, il va falloir que tu télécharges, en effet, le plus connu, c'est MetaMask. Ouais. Donc, MetaMask, METAMASK. Et en fait, c'est une appli mobile, ou bien tu peux l'avoir aussi sur ton ordinateur. C'est un plugin Chrome, par exemple. Et donc, tu vas créer un compte sur MetaMask. Quand tu vas créer un compte, il va te dire d'enregistrer 24 mots-clés, ce qu'on appelle la seed phrase. C'est la fameuse information à ne jamais perdre, à ne pas divulguer. Mais encore une fois, c'est pas la même que sur ton wallet de crypto. C'est pas la même, c'est un autre wallet en fait que tu vas créer. Okay. Et là, c'est en fait ton wallet de crypto, en fait, il te sert juste quand tu vas sur Coinbase à acheter et à vendre de la crypto-monnaie. Alors que MetaMask, lui, te permet d'aller faire des courses dans ce qu'on appelle le Web 3.0. Okay. Donc c'est la nouvelle norme, en effet, c'est ça. Et donc dans ce Web 3.0, bah, le point d'accès à tous les sites qui font du Web 3.0, c'est ton MetaMask. Okay. Et donc il te faut ce MetaMask, et ensuite tu vas pouvoir aller sur ces sites-là, et ce MetaMask va te permettre de t'identifier sur ces sites. Donc tu as des sites... Alors moi je parle du NFT, tu as plein d'autres univers, beaucoup dans la finance aussi, où tu as des services de finance décentralisés, comme des banques où tu peux placer ton argent, investir, etc. Mais tout ce qui touche au NFT, il va te falloir en effet ce MetaMask, pardon. Et donc, ce MetaMask, il va falloir que tu mettes de l'argent dessus, donc des Ethers. Et pour mettre des Ethers dessus, normalement, MetaMask, maintenant, ça s'est simplifié aussi, donc ça va mieux. Tu peux directement acheter des Ethers depuis MetaMask maintenant. D'accord. Donc ça s'est un peu simplifié. Parce qu'avant, sinon, il fallait passer par ton wallet. Fallait aller sur ton Coinbase et fallait dire retirer de l'argent. Et en fait, c'est un peu comme l'équivalent d'un virement d'un compte à un autre. Là, tu fais un transfert d'un wallet à un autre.
Et donc, fallait rentrer, en fait, ce qu'on appelle l'adresse. C'est une chaîne de caractères qui commence par 0x. Okay. Et donc, tu retires l'argent et tu l'envoies vers l'adresse de ton MetaMask. Ça prend un peu de temps. Il y a pas mal de tutoriels sur Internet pour le faire. Mais honnêtement, moi, je l'ai expliqué à plein de gens depuis 1 an maintenant. Et même des gens qui s'y connaissent pas du tout, faut un peu de volonté. C'est pas très compliqué dans le fond du fond, hein, mais il faut juste avoir envie de se cogner 2 jours à rentrer un peu là-dedans, quoi. Très bien. Donc, une fois que tu as ton MetaMask et que tu as tes Ethers dessus, ça y est, tu peux commencer à, en effet, acheter des NFT ou, en effet, comme on dit, minter des NFT, ça veut dire créer des NFT. Ok. Acheter des NFT... Qu'on a compris, la base, c'est quand même MetaMask, quoi. Enfin, il y en a d'autres, j'imagine. Il y en a d'autres. Voilà, je prends beaucoup de raccourcis, mais c'est normal, on est obligé de faire... Pour aller au plus simple, il te faut MetaMask. Et donc, quand tu as MetaMask et que tu as des Ethers dessus, tu peux commencer à acheter des NFT. La principale marketplace de NFT, on va dire le bon coin du NFT, c'est OpenSea. Donc, mer ouverte, OpenSea. NFT. Donc, tu tapes OpenSea NFT, voilà. Et c'est OpenSea.io, ok, the large discover, collect and sell extraordinary NFTs. Très bien. Alors, c'est monstrueux, hein, OpenSea, déjà. Enfin, faut comprendre que le marché, il a explosé en 2021. Il était quasiment, j'ai envie de dire nul, anecdotique en 2020. Et là, maintenant, je crois qu'au mois d'août, OpenSea, c'est juste au mois d'août, c'est 3 milliards de volume de transactions sur le mois d'août. Sur le mois de septembre, je crois que c'est encore plus. Donc, c'est devenu assez important. Et OpenSea, c'est l'endroit où on achète et on vend du NFT. Et c'est la plupart du temps que ce qu'on appelle du second marché. C'est-à-dire des NFT qui existent déjà et qu'on va acheter à d'autres collectionneurs. Ok. Et donc, quand on va sur OpenSea, ce qui est intéressant, c'est de voir... Il y a un onglet, moi, que je recommande quand on commence à découvrir OpenSea. C'est en fait il y a les statistiques, le ranking, en fait, qui est sur l'onglet en haut à droite. Ouais, et donc c'est par exemple, là j'ai Stats ou en bas, Top Collections over the last 30 days. Exactement. Donc, voilà. Et donc ce qui est drôle, c'est que c'est là où tu vois que c'est quand même... c'est que sur les derniers 30 jours, par exemple, les CryptoPunk sont les Top Collections. Ils ont pris moins 61% sur les derniers 30 jours. Alors, mais ils ont pris plus 45% sur les 7 derniers jours, tu vois. Donc tu te dis, what en effet, et sur les dernières 24 heures, plus 20%. Donc, voilà. Alors, il faut faire attention, c'est des volumes, par contre. Ouais. C'est des volumes, donc c'est pas des prix. C'est pas des prix, c'est des volumes. Donc, parce que c'est difficile de définir des prix. C'est pas vraiment comme le stock exchange où une action a un prix, par exemple, ou même les crypto-monnaies où une action a un prix. Faut comprendre que les CryptoPunk, je vais expliquer un peu ce que c'est, peut-être d'ailleurs rentrer dans le détail de ce que c'est un CryptoPunk, mais un CryptoPunk, c'est 10 000 pièces qui sont toutes uniques. Donc, tu as 10 000 pièces qui sont toutes uniques, et c'est intéressant parce qu'elles avaient été générées en fait en 2017 par un studio de geeks qui s'appelait Larva Labs et qui voulait faire un peu une proof of concept de ce que c'est un NFT en 2017. C'est un peu le début de l'histoire des NFT. Et donc, ils ont fait un algorithme qui a généré de manière automatique 10 000 pièces uniques qui ont toutes des traits différents. Donc, ça veut dire qu'on a des races différentes. Enfin, il y a des 9 aliens, par exemple, 20 zombies et 8000 humains, par exemple, on va dire. Donc, forcément, ils ont créé une sorte de niveau de rareté. Et puis, ils ont dit aussi à l'algorithme, il y a 300 mecs qui ont une cigarette, 200 mecs qui ont une pipe, 500 qui ont des cheveux rouges, 50 qui ont un chapeau melon. Et automatiquement, l'algorithme a généré ces 10 000 pièces uniques. Okay. Et ces 10 000 pièces uniques ont un niveau de rareté. Ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, les moins chers sont ce qu'on appelle un floor, ça veut dire les moins chers, les moins rares, et qui s'achètent quand même aux alentours de 400 000 $. Et les plus rares, les plus chers, sont justement, par exemple, les zombies, où il n'y en a que 9, qui vont, elles, s'acheter aux alentours des 5 millions de $ aujourd'hui. Ok. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de définir un prix, parce que, si tu veux, c'est que des pièces uniques, et donc, souvent, on communique plus sur les volumes que sur le prix de marché. Même si, voilà, donc ça, c'est la première notion. L'autre notion, quand même, dont on va parler souvent, c'est le floor. Le floor, ça veut dire, dans ces 10 000 pièces, quel est le prix qui traite le moins cher, ça veut dire pour le CryptoPunk de base. Et on va souvent retrouver finalement des collections de ce type-là. Hein. Il y a eu les CryptoPunk qui étaient les premiers en 2017. Là, en 2021, il y a une collection très connue qui s'appelle les Bored Ape Yacht Club, BAYC, qui sont des sortes de singes un peu blasés, qui ont tous un peu un style badass, on va dire. Et donc, pareil, c'est la même logique, 10 000 pièces uniques. Et donc, aujourd'hui, le floor est un peu moins cher, mais important quand même, c'est à 35 Ethers. Donc, les moins chers. Okay. Les moins chers. Là, il y a une vente en ce moment, d'ailleurs, chez Sotheby's,
où ils vendent eux par contre des apes un peu plus rares et qui vont partir pour beaucoup plus cher. J'en ai déjà parti dans cet épisode hyper loin. Il nous reste putain, ça passe vite. Du coup, j'essaye plein de trucs. En plus, du coup, j'ai l'impression que quand même, avec le Coinbase Wallet, on peut faire office de MetaMask. J'ai l'impression. Alors oui, pardon. Alors t'as deux choses, ouais. Coinbase, en fait, t'as le Coinbase, t'as ton Coinbase, ton compte Coinbase. T'as deux applis Coinbase. Oui, c'est ça, le Coinbase Wallet. Voilà, ça. Je transfère moi mes cryptos depuis différents endroits. Tu peux le faire depuis Coinbase, eToro ou différents endroits pour les balancer sur tes wallets. Exactement. D'office. Donc du coup, ouais, tu peux le faire avec Coinbase Wallet en effet. Donc c'est pas l'appli Coinbase l'exchange, c'est l'appli Coinbase Wallet et qui fait exactement la même chose en effet que MetaMask. Ça joue le rôle d'un wallet justement sur ces sites pour pouvoir acheter des NFT. Voilà. Juste pour info, il y a des sites aussi où tu peux acheter par carte bleue maintenant. D'accord. Alors, c'est pas, y a le plus connu, il s'appelle Nifty Gateway, qui appartient aux frères Winkerloves. Ok, ouais. Donc voilà les méchants dans Facebook. Les méchants, et du coup, mais qui est aussi un site assez populaire, même si moi je fais pas trop là-dedans parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de second marché là-dessus. Ok. Donc voilà. Donc après, donc juste pour donner des clés quand même, parce que c'est important. Moi, ma vision là-dessus, c'est que certaines de ces collections et certains de ces artistes sont les Warhol, les Picasso, les Banksy de demain. Là, tu as la chance de voir, là, depuis... En fait, c'est un mouvement qui est très jeune. Hein. Ça a commencé vraiment avec ces CryptoPunk en 2017. En 2018, tu as la première grande galerie de NFT qui est née, qui s'appelle Super Rare, ouais. Qui étaient les premiers à dire à des gars... Vous êtes des artistes, maintenant vous allez pouvoir vendre votre JPEG pour un certain nombre d'Ethers. Mais si tu veux, c'est extrêmement récent. Et pour moi, dans ce mouvement naissant, tu as déjà, quand tu vois sur Twitter, parce que c'est là que ça se passe beaucoup, hein, sur Twitter, qu'ils échangent les artistes entre eux, tu vois qu'il y a une nouvelle renaissance artistique qui est en train de se créer. Tu as tous ces artistes qui étaient pour certains des artistes numériques assez connus, comme Beeple, dont je parlais, qui se vend à 69 millions de dollars. Ce Beeple, il vient pas de nulle part. Ce Beeple, ça fait 20 ans que tous les mecs dans le monde du numérique le connaissent comme un gros expert de la 3D, notamment, qui a bossé avec plein de studios, qui tous les jours, depuis 13 ans, fait un tweet, par exemple, où il poste une image plus ou moins 3D, un croquis 3D, du lundi au dimanche, il fait ça. Et donc, il en a posté plus de 5000. Et donc, l'œuvre qu'il a vendue 69 millions de dollars, c'est un patchwork de ces 5000 premières petites images qu'il a créées depuis 13 ans. D'accord. Donc, ça vient pas de nulle part. Et ce mec-là, quand tu vois, il y a justement, et quand il tweetait, il y avait des échanges qu'ils ont échangés il y a 1 an et demi. Quand on lui disait, ça va le business, ça se passe bien, le mec disait, ouais, on se débrouille, quoi. On se débrouille. Il faisait des collabs, il bossait justement avec des agences pour faire des créations. Mais il vivait pas de son art. Et le NFT lui a permis, en effet, tout simplement de vivre de son art et d'être reconnu, on va dire, tout simplement en tant qu'artiste. Et pour moi, il y a quelques artistes clés qui sont en train de réinventer les codes, mais complètement, qui ont dit, on a un nouveau média, c'est le numérique. C'est pas que du visuel, c'est de l'informatique, c'est de la musique, c'est de la programmation. Finalement, ça va beaucoup plus loin que simplement de l'art visuel, l'art numérique. Et c'est de la 3D, c'est du film, enfin, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a de l'art génératif ou de l'art créé par intelligence artificielle. Il y a plein de matières, on va dire, qui sont en train de se développer. Et pour moi, c'est des mecs comme Beeple ou d'autres qui s'appellent Pac, qui s'appellent Feocius, qui s'appellent Trevor Jones, qui s'appellent Mad Dog. C'est des personnes qui étaient plus ou moins connues, mais qui, pour moi, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on va les voir dans des musées. Donc si tu es dans une logique d'investissement aussi ou de collection, ça vaut le coup de s'intéresser à ces personnes et se dire, ce Pac, parce que pour moi Pac c'est peut-être le plus grand artiste du 21e siècle. Bon là je me lâche. Comment tu l'écris? P-A-K. 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 Voilà, c'est son compte Twitter qui est un peu la référence. S'appelle Murat Pac. Murat Pac, ouais. Exactement. Donc Murat Pac, c'est un artiste anonyme, donc qu'on voit sur les réseaux depuis une dizaine d'années. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un collectif. Il y en a même qui soupçonnent d'être une intelligence artificielle. On sait qu'il y a pas mal d'échanges. Enfin, il réinvente complètement les codes, si tu veux. Il est très provocateur. Il a créé des collections en fait où justement il provoque beaucoup, il pose des questions sur qu'est-ce que la valeur, qu'est-ce que l'art à l'heure du numérique, qu'est-ce que ça signifie posséder une œuvre. Et donc à chaque fois il fait beaucoup de collections très provocantes qui marchent bien et qui s'inscrivent pour moi en effet dans l'histoire de l'art. Par exemple, je donne un exemple rapide, il avait créé une collection je crois que c'était en janvier, qui s'appelait The Title.
Et The Title, il avait créé 6 images, des cubes en 3D, qui sont exactement les mêmes. Sauf que chacun de ces cubes avait un prix, un nom et une quantité différente. Par exemple, tu avais The Cheap, qui coûtait $500, qui était en 200 exemplaires. The Expensive, pour $10,000 en 10 exemplaires. The Unsold, pour $1 million en un exemplaire. Et puis d'autres manières, enfin The Copied, d'autres œuvres de ce type-là. Et donc, forcément, le message, c'est quoi ? C'est que c'est exactement la même image, mais c'est exactement la même image, mais avec un nom, un titre et un prix différent. Et donc, c'était aussi un propos un peu mi-provoquant, mi-sérieux, qui est de dire qu'est-ce que tu es en train d'acheter, justement, qu'est-ce que c'est un NFT, qu'est-ce que c'est un titre de propriété à l'heure du numérique. Pour l'anecdote, d'ailleurs, Elon Musk a échangé avec lui pour acheter l'œuvre à $1 million, et je crois que Pac lui a dit laisse-la unsold, pour l'instant, c'est l'objectif. Du coup, mais donc ça avait fait pas mal de bruit dans le milieu à ce moment-là. Mais c'est là où c'est compliqué parce que tout ça est autoréalisateur. Si Elon Musk l'achète, ça change le game. Si moi je l'achète, tu vois, je veux dire, enfin. Oui, non, mais le collectionneur fait tu vois, mais ça, c'est un peu ce qu'on trouve dans le milieu de l'art, en fait. C'est le collectionneur fait partie du jeu. Et t'as des personnes, parce que tu vas me demander à un moment donné aussi si on a vraiment envie d'entrer là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai envie de dire, faut suivre les 20 plus gros collectionneurs parce que c'est eux qui font le marché aussi. Et je les trouve où, les 20 plus gros collectionneurs ? Les 20 plus gros collectionneurs, en fait, à la limite, la meilleure chose à faire, c'est là, il y a une vente justement qui a lieu chez Sotheby's en ce moment, qui s'appelle Natively Digital 1.2. Et en fait, justement, ils ont demandé à ces 20 plus gros collectionneurs de vendre chacun 3 de leurs œuvres. Okay. Et donc, ils ont fait une biographie sur ces collectionneurs. Et il y en a, enfin voilà, c'est tous des personnages un peu excentriques du coup, qui sont tous plus ou moins anonymes d'ailleurs. Enfin, c'est un univers assez particulier. Et donc moi je recommande d'aller sur ce site parce qu'ils ont listé ces collectionneurs, de suivre ces comptes-là parce que c'est quand même eux aussi qui donnent leur point de vue sur le marché et qui font en partie ce marché. Ouais, il y a tout. Bah, super, j'ai trouvé le lien là, sotheby's.com. Sotheby's a créé en fait ce site qui s'appelle le Sotheby'sverse maintenant, où ils vendent justement toutes leurs œuvres NFT là-dedans. On avait reçu le mec de Sotheby's, qui est un Français d'ailleurs, qui a créé tout ça. Et c'est assez. Il y a tant de Français là-dedans et pourquoi comment Sotheby's, qui sont généralement ces vieilles maisons d'enchères à la ramasse, comment ils se retrouvent aussi bien là-dedans ? En fait, ils ont une image de vieille maison d'enchères à la ramasse. non, mais en fait, tu sais, c'est simple. Hein, c'est le pognon, quoi. Tu vois, ça veut dire, en fait, je te donne un chiffre simple. Le marché de l'art a baissé de 5 ou 6% en 2020 en termes de valeur, alors que les NFT ont explosé. Donc, si tu veux, à un moment donné, là, tu vois, la question de la survie pour une maison d'enchères, elle se pose pas. Tu dis, si on veut aller chercher à la fois les nouveaux collectionneurs, à la fois les poches de marché qui sont très intéressantes, il faut qu'on aille là-dedans. Et c'est vrai que c'est une opportunité incroyable pour ces maisons d'enchères. Donc après, Sotheby's Christie's reste assez innovante finalement. Tu vois, ils ont toujours essayer de suivre quand même le mouvement. Ils l'ont pris assez tôt. C'est vrai que dans le reste de l'Europe, ça prend un peu plus de temps. Ok. Bon, alors j'ai compris comment je peux en acheter. Je vais par exemple sur, on a dit, OpenSea.io. Là, je me crée un compte. Alors, généralement, pour créer un compte, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir plutôt un wallet. Donc, du coup, te faut, en fait, c'est ça le truc, c'est que ton wallet, c'est un peu comme un Facebook Connect. Donc, de ton, c'est exactement ça, c'est ta signature. Donc, du coup, il faut un wallet et le wallet, il faut on va sur MetaMask, qui est très axé, donc on va dire NFTs, ou alors sur CoinWallet, qui n'est pas Coinbase, qui est un wallet émis par Coinbase, mais voilà, CoinWallet, il y a une application Apple, et voilà. Moi, ce que je vous dis juste, si vous écoutez, que vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé un petit peu, si vous ne l'avez pas fait encore tout ça, faites-le, quoi. En fait, pour mettre un pied dedans, ça reste que très conceptuel si on ne le fait pas. Et moi, j'irai plus loin, je l'ai fait qu'une fois, je l'ai déjà raconté ici, mais ce n'était pas à mon compte, c'est-à-dire que j'ai acheté un NFT sur une vente de Damien Hirst, donc qui était cet été,
et c'est mon beau-frère qui l'a fait. Et voilà, le truc d'ailleurs affole un peu les compteurs. Et t'as bien fait de l'acheter. Et oui, mais c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon beau-frère. Merde. Et voilà, mais donc du coup, je l'ai déjà fait en tout cas techniquement, donc je vois que c'est complètement jouable en fait. C'est pas très très compliqué. Hein. Et voilà. Alors c'est bien d'avoir finalement aussi en parallèle des Ethers, hein, d'acheter. Souvent je recommande rien d'ailleurs. Pardon. Surtout pas. Moi, ce que je fais, c'est que je fais du dollar cost averaging, donc j'achète petit à petit, à coût de 50 ou 100 dollars par semaine, des Ethers et des Bitcoin. Et puis voilà, et à la fin, si tu fais ça depuis quelque temps, tu vas avoir 500, 1000, 2000, et te dire, tiens, je vais essayer d'acheter un NFT par-ci, par-là, juste pour le voir, l'acheter, le vendre, faire l'expérience, comprendre. En fait, c'est comme dans l'art et comme dans tout le reste, en fait, c'est là où tu vas voir un peu ce qui se passe. La question, c'est ça, c'est que si tu te remets 50, peut-être 100 ans en arrière, le pari que tout le monde fait là-dessus, j'imagine, c'est de se dire que en fait, quand tu avais un Gus qui peignait une œuvre d'art, tu te disais pas, ce truc va valoir 50 millions. Quoi. Ça va, il a juste mis 4 jours à le peindre, tu vois. Et donc, ça n'a aucun sens en vrai. Donc, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on se projette dans un monde digital, qui est encore tout récent, tout frais pour nous, parce que ça a 20 ans, en fait, tout ça, peut-être que tout ça, en fait, ne serait-ce que de se dire, finalement, si je voulais me projeter dans un tu vois, j'ai tu parlais d'une minute d'une chanson, j'ai une minute de chanson qui m'appartient de Nirvana, parce que j'adorais Nirvana, ou de tel DJ, ou d'un film de Hitchcock, en fait. C'est ouf, tu vois, en soi, de te dire, tiens, je pourrais racheter une minute d'un film d'Hitchcock dont je suis propriétaire, ça, c'est chambé. Non, mais c'est complètement dingue, c'est ça, et c'est que le début. Je pense qu'on se rend pas compte. Après, c'est vrai qu'on se prend au jeu. Moi, je me suis pris au jeu de la collection, justement. Donc, de posséder des moments d'histoire, de posséder. On avait parlé des tweets. Il y a des gens c'est vrai qu'il y a un service qui vend des tweets. Il y avait le tweet de Jack Dorsey, qui était le premier tweet jamais fait sur Twitter, qui s'était vendu pour 2,5 millions de dollars. Mais si tu veux, voilà, il y a le côté, je possède un moment d'histoire où tu as les unes du Times. C'est toujours compliqué de te dire, tu vois, comme tu vends un but de NBA. Tu sais, il y a eu ces trucs-là où en fait, un top shot. Mais donc, pareil, ce tweet, en fait, il est toujours sur le compte de Jack Dorsey. Et c'est quand même compliqué. Mais si tu veux, en fait, c'est vrai qu'il y a une transcription, mais quand tu possèdes les images, les cartes Panini de Platini, qu'est-ce que t'as de Platini ? T'as une image de Platini. Et si les gens se la vendent après, comme les cartes de baseball américaines qui se valent qui s'échangent une tonne, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une représentation d'un joueur. Tu possèdes pas le joueur il fait sa vie à côté. T'as même pas un droit d'exploitation, t'as même pas un droit commercial dessus. T'as juste le droit de collectionner. Donc, je pense qu'il faut faire la transcription avec l'univers, en effet, de la collection. Et moi, c'est vrai que je suis intimement persuadé. Enfin, après, je vois aussi les tendances, les évolutions, qu'on est qu'au début de tout ça. Hein, quand on parle des fois d'effets de mode ou des spéculations. Oui, il y a de la spéculation. Mais de toute façon, il n'y a pas de spéculation sans véritable intérêt sous-jacent. Et donc oui, il y a de la spéculation. Oui, je pense que 95% des NFT qui se vendent très cher aujourd'hui vont retomber à zéro. Mais par contre, tu as 5% qui, pour le coup, sont des pépites, des pièces d'histoire, des moments clés, des artistes clés et des choses. Alors, dans l'univers du NFT, la plupart des gens qui possèdent, par exemple, un CryptoPunk se disent j'ai envie de le c'est pour mes enfants que je fais ça en fait. C'est quasiment des investissements générationnels. Et des CryptoPunks, tu peux en acheter à des prix alors tu peux fairly non, ça c'est fini. C'est-à-dire même 500 balles? Non, ça vaut 400 000 balles un CryptoPunk. Okay. Par contre, maintenant tu as des sites qui non mais ça a pris très vite hein, parce qu'en début d'année, ça s'achetait encore 20 000 dollars. Et mais dans cet univers-là, ça va très 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 vite. Il se passe beaucoup de choses. Et du coup, par contre, tu peux acheter des fractions de CryptoPunk. Donc ça veut dire que maintenant, t'as des services qui tokenisent, comme on dit, qui divisent l'œuvre. Et donc tu vas avoir un token comme une crypto-monnaie qui, si par exemple, si tu regroupes 100% de cette crypto-monnaie, tu pourrais acheter un punk. Ok. Comment est-ce que... Alors là, tu parles de second marché. Hein. Oui. Où est-ce qu'il est le premier marché? Comment je le trouve, ce truc à l'émission des NFT? C'est individuel. Si moi, je crée un NFT demain et que je le proposerai à mes auditeurs, il faut être dans des communautés, en fait, c'est ça? Techniquement, c'est pas compliqué du tout.
Alors techniquement, c'est pas compliqué et ça va devenir de moins en moins compliqué. Pour moi, c'est comme faire un site internet il y a 20 ans. Ça paraissait être la fin du monde. Aujourd'hui, tu as 10 000 services qui te permettent de faire un site en un clic. Le NFT, c'est pareil. Aujourd'hui, tu peux aller il y a des plateformes très connues. D'ailleurs, OpenSea te permet de créer tes NFT. Et concrètement, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas uploader une image et OpenSea va faire le boulot pour l'inscrire dans la blockchain et en faire un NFT. Ça va te coûter un peu d'argent. C'est des frais, on va dire, de gaz, comme on dit. Ça veut dire où en gros, tu donnes l'argent pour inscrire ça. C'est des frais de passage, on va dire, pour faire simple. Et derrière, tu vas pouvoir le mettre en vente au prix que tu le souhaites. Donc là, j'ai Discover, Collect and Sell Extraordinary NFT. Je peux faire Explore ou Create. Donc si je vais sur Create, je vais créer des NFT, c'est ça ? Exactement. Maintenant, OpenSea est très connu pour le second marché. Tu as d'autres plateformes qui sont plus des plateformes, on va dire, qui font de la curation. Ça veut dire que tu as justement Nifty Gateway, tu as Super Rare, tu as Foundation, tu as pas mal d'autres sites où là, tu vas candidater, ils vont te sélectionner et du coup, ils vont faire un peu ce boulot que fait une galerie aujourd'hui, de dire on a sélectionné cet artiste et vous pouvez l'acheter, par exemple. Mais sur OpenSea, tout le monde peut le faire. Par contre, le problème derrière, c'est évidemment la communication. C'est-à-dire que là, si tu fais ton NFT sur OpenSea et que tu l'envoies, pour moi, je découvre, mais c'est ouf là. Donc voilà, juste pour comprendre, donc l'écran que vous aurez si vous allez sur OpenSea, donc create new item, donc item, on doit dire, je pense. Bon, je vais parler en français, en anglais français. Image, vidéo, audio or 3D model. Donc je peux envoyer des JPEG, PNG, GIF, SVG, MP4 ou MP3, blablabla, tout ça. Size max 100 mégabytes. Le nom. L'external link donc, vers le site, la description, la collection, donc properties, levels, alors je ne comprends pas tout. Supply, donc le nombre de copies de l'exemplaire. Donc si je vends un épisode de podcast en NFT, je peux en mettre 1 ou 100. La blockchain derrière, Ethereum ou Polygon. Freeze metadata, pas ce que c'est. C'est pas on verra plus tard, on comprendra. Your freeze, bon, on verra. Hein. Allez, et voilà. Et j'ai créé un NFT, en gros. Et après, j'imagine que je paye quelque part un truc. Mais c'est ça. Après, quand tu vas cliquer, justement, il y a ton MetaMask qui va s'ouvrir et qui va te dire signe. En fait, ce que te permet le wallet, c'est de signer à chaque fois. Donc, c'est une signature électronique, techniquement. Et donc, tu vas signer et du coup, exécuter la transaction qui va avec la signature. Ok. Donc là, tu vas pouvoir faire ça. Et en effet, ton NFT sera live. Après, derrière, en effet, tu as 99,99% de chances qu'ils ne se vendent pas. Parce que le plus important dans cet univers, c'est la communication qui va avec. Ouais, mais donc, moi, je vais vendre des épisodes. Cet épisode de La Martingale, il va être à vendre en NFT. C'est quoi, génial. Vas-y. On pourrait le faire. Hein. Ouais. C'est une très bonne idée. On peut tester ça complètement. Et il y a plein de manières de le vendre. Et tu le vends pour $10, par exemple, et puis te dire... mais comment je fais pour savoir... Tu te dis finalement, vous qui découvrez les NFT en nous écoutant, vous achetez ce podcast pour $10, et puis j'en fais 10 copies. Ou 100 parce que ça fait 1000 balles quand même, c'est mieux. Comme ça, on commence à devenir riche. C'est le premier NFT que vous achetez. Et puis après, si en me disant finalement j'aurais découvert les NFT par le biais d'ici et testé pour la première fois, fine, j'ai compris. Et après je vais le revendre. Comment je fais pour toucher 10% des reventes ? Ça, je pense que ça fait partie des paramètres là, OpenSea va te dire combien tu veux définir comme niveau de royalties, tout simplement. Et donc, tu vas dire, en fait, si tu as envie d'un bon second marché, en général, tu mets un chiffre bas, tu mets 5%. Si tu n'as pas envie qu'il y ait trop de second marché, tu vas mettre 50%. C'est toi qui définis justement combien tu veux toucher sur le second marché. Ok, et donc le podcast, je peux le diffuser comme d'habitude sur mes réseaux, etc. Sauf qu'il y aura des fichiers qui seront ceux-là tamponnés, numérisés, et ceux-là sur cette on va dire les collectors, par exemple. Ça pourrait être les comme un peu, tu vends... quand tu as un CD, tu peux écouter la musique sur Spotify et puis tu peux acheter la version vinyle ou le disque. J'ai pas défini combien, il faut que j'en fasse combien, 10 ou 100, tu crois ? Écoute, en fait, tu peux même en faire un que tu vends aux enchères autrement. OpenSea permet aussi de dire on en vend un aux enchères ou d'en vendre 10 pour 0,05 Ether, parce que c'est comme ça que ça se fait.
sur le marché. On va en regarder ça à la fin. On vous mettra ça dans les descriptifs. C'est cool. C'est cool. Ok, non, mais pour vous, c'est important. Faut l'acheter, ce NFT, parce que c'est celui qui vous aura fait découvrir cet univers. Donc, il est hyper important. Donc, allez-y, lâchez-vous, quoi. Faut y aller. Hein. Ça va s'arracher très cher dans 10 ans. Ça. Ok, on a compris pas mal de choses, je crois, hein, déjà. Qu'est-ce que j'ai oublié de te poser comme question, John, sur tout ça? Écoute, non, je pense que après c'est vraiment comment, qu'est-ce qu'il faut acheter. C'est vraiment que c'est la question qu'on pose tout le temps. Comment on s'informe, comment on comprend. Là, on écoute donc NFT Morning pour s'informer, j'imagine en français. Alors, au moins. On écoute NFT Morning en français. Je pense vraiment que j'insiste un peu sur le bouquin parce que vraiment NFT Révolution parce que c'est parce qu'on l'a vraiment pensé pour quelque chose, pour que ça soit simple et accessible. Donc bientôt disponible hors NFT ou faut racheter le NFT toujours? C'est déjà disponible peut-être. Alors du coup, au moment où le podcast est live, le livre doit être disponible normalement justement dans vos librairies et sur Amazon. Je mettrai le lien. Ouais, voilà, on mettra le lien. Et du coup, on a une promotion donc pour les auditeurs de La Martingale. Trop bien. Donc il y a un code promo. Sur ton site du coup. Il y a un code promo qui est sur Amazon. Sur Amazon, d'accord. Voilà. Très bien. Et donc ce code promo, c'est Martingale NFT. Ok, très bien. Et ben Martingale NFT, je savais pas que tu pouvais faire des codes promo sur Amazon en fait. Tu peux produire des codes promo, ouais. D'accord. Et pour l'avoir le bouquin en physique ou les deux, en physique et en Kindle ou qu'en Kindle? Il y a les deux en fait. Okay. Bon ben voilà, très bien. C'est un bon bouquin, c'est un bouquin d'art en fait, donc tu peux le faire en physique, il est sympa aussi. Ouais. Ok, bon ben super. Et du coup, à part ça, il y a quand même d'autres newsletters sympas. En français, il y a une autre newsletter qui est pas mal qui s'appelle Metaversal FR. Ok, Metaversal FR. Voilà, ils font un petit point toutes les semaines aussi sur l'univers des métaverses et des NFT. T'as la version américaine qui s'appelle juste Metaversal aussi, qui est pas mal. Et regardez. Metaversal et t'as un podcast qui est vraiment bien aussi, qui est vraiment bien aux US, c'est Zimmer Red. D'accord. Et là, je voudrais bien les player, mais j'ai plus internet là. Mais Zimmer Red, je crois que c'est avec un Z tout simplement. Zimmer Red, mais je trouve Zimmer Z-I-M-M-E-R Red. Ouais. Alors, je trouve rien. Zimmer Red. NFTs, on va regarder. NFT. Zimmer Red. Je peux te donner un code si tu veux. T'inquiète, non, c'est bon, je suis sur mon. Ok, et donc Zimmer Red NFT. Cointribute, Hans Zimmer, non. Pas ça. Sinon, on mettra les liens. On mettra les liens. Quoi, tu nous donneras les liens. Tout dans les descriptifs de l'épisode et sur le site lamartingale.io. Ok, et ben ouais, je crois qu'on a fait donc comment en acheter, comment en vendre, où en trouver, le premier marché, le second marché. Voilà. Après, c'est quand même un marché un peu comme le marché de l'art. C'est plus difficile. C'est pas comme un marché d'actions par exemple ou de crypto où on va dire ça c'est très bas, ça va péter dans quelques jours, faut en acheter ou pas. Faut un peu plus se faire sa thèse quand même. C'est vrai qu'il faut quand même un peu plus creuser, comme le marché de l'art pour moi. Par exemple, quand je parle de ces 10 artistes clés ou de ces 10 collections clés, enfin moi je suis un peu là-dedans, je suis on va dire en termes d'investissement, je suis plus dans cette logique de dire quels sont des blue chip, on va dire pour faire simple. Qu'est-ce que tu appelles un blue chip? Un blue chip, ça veut dire un NFT justement qui fait partie de ces 5% qui auront encore de la valeur dans beaucoup de temps. Et donc, faut quand même se faire plaisir quand on en achète. En fait, il y a quand même un côté un peu collection. Faut apprécier l'artiste, se mettre un peu dedans ou apprécier, rentrer un peu dans l'univers, le comprendre. C'est pas un NFT, c'est pas quelque chose. Enfin, un NFT qui a de la valeur en tout cas. C'est pas quelque chose qu'on va acheter sur un coup de tête, quoi. Il faut quand même se mettre dedans. Faut regarder un petit peu. Faut regarder l'univers. Je vous ai parlé de Pâques par exemple. Suivez son compte Twitter dès maintenant. Par exemple, si vous voulez regarder de Pâques, commencez à voir son univers, son délire, qu'est-ce qu'il a fait avant, ses différentes œuvres. Et puis peut-être que si à un moment donné, ça vous chauffe, vous allez acheter un de ces Lost Poets, qui est la dernière collection de Pâques, par exemple, et qui reste ses œuvres les moins chères aujourd'hui, par exemple. D'accord, Lost Poet, parce que... Tu peux trouver Lost Poet sur OpenSea, justement. Ok, je suis en train de regarder Lost Poet V3. Et donc, c'est des bonhommes un peu bizarres qui sont générés par intelligence artificielle. Ce genre de choses, là. Non? Alors, c'est... Lost Poet. Lost Poet... Alors, attends. Non, c'est pas ça. J'ai pas tapé Pâques. Okay, t'as la truc, là. Validé. Okay. Voilà.
Fais attention le petit... Ah ouais, d'accord. Lost Poets. Voilà. Et donc là, t'as 27 000 pièces. Ok. Et donc là, le prix en Ethereum à chaque fois. Le prix est en Ethereum. Donc là, les moins chers. On peut le multiplier par 2000 et quelques, c'est ça. Par $4,000. Ouais, $4,000, ouais. Donc, ok. Enfin, 3 000 en euros à peu près. Très bien. Floor price, donc le minimum, le moins cher, c'est Exactement. ça. Donc le moins cher à 0,77 Ether. Et le plus cher... non, le plus cher, c'est très cher. Ouais, okay. Voilà. Mais 0,77, en effet, ça fait 2000 balles à peu près. Ouais, un truc comme ça. Donc c'est de l'argent, évidemment. Hein. Mais... Et ça, c'est que du second marché, en revanche. Lui, quand il vend en premier marché, je le trouve où, Pac ? Tu le suis sur Twitter. Et il va en fait, dire, il faut comprendre que c'est un marché de réseaux sociaux. Ouais. C'est pour ça, quand je vous parlais des collectionneurs, il y a aussi les artistes qu'il faut suivre. Il faut suivre les artistes, il faut suivre les collectionneurs. Ouais, donc c'est vraiment le marché de communauté. Tu kiffes. Je parlais de Damien Hirst. Moi, je l'ai loupé ce machin et je trouvais ça bien. Mais donc, je sais pas, je vois un artiste que j'ai découvert sur la martingale par un invité que j'avais eu sur Peter Halley. Donc, j'adore Peter Halley. Là, je vais aller voir il est aujourd'hui dans une galerie à Paris. Je vais aller voir un peu ce que ça donne. Mais donc, il sortira un NFT, sachant que je peux pas forcément me payer une œuvre à 117 000 euros facilement. Bah, finalement, c'est pas con, quoi. Bah, okay. Exactement. Okay. Tu peux t'acheter son œuvre. Donc, il faut vraiment suivre les artistes. Et pas qu'en effet, par exemple, il a lancé Lost Poets, c'était début septembre, c'était sa dernière collection. Il a annoncé ça, il a fait un teasing, il a communiqué. Et après, il y avait un site, pour le coup, où on pouvait l'acheter au premier marché. On pouvait l'acheter, donc on pouvait acheter ça au premier marché. C'était un peu la guerre, souvent, ça dépend, mais les artistes très populaires, des fois, il y a un peu la bagarre, on va dire, pour pouvoir en acheter. Mais en effet, on peut les prendre là-dessus. Il y en a où c'est quasiment faut soit être accrédité, montrer que t'as déjà des œuvres, que t'es déjà sensible, soit que t'es connu, soit que t'es, enfin voilà. Tu donnes l'exemple de Hearst, par exemple. Ouais. En effet, c'était la même chose d'ailleurs là quand tu fais pour JR qui sort en ce moment. Ouais. Il faut en effet, il y a plein de méthodes en effet de présélection. Et je le trouve où le NFT de JR? Tu vas sur la plateforme qu'ils commercialisent, c'est les mêmes que Hearst, c'est Eni, H-E-N-I. D'accord. H-E-N-I.com, je pense. Ok. Eni.com. Donc c'est on va dire une sorte des maisons d'édition, galeries, agences qui travaillent avec lui pour la commercialisation de ces NFT. Et donc ça s'appelle, collection s'appelle Greetings from Giza. Voilà, je suis dessus. Alors du coup, Play Now, ok, donc là ce sera trop tard pour vous si... Vous pourrez l'acheter sur le second marché, du coup, en effet. Du coup, puisque je n'aurais pas sorti l'épisode au moment où... ok, bon, bah écoute, c'est super, hein. Moi je suis chaud, quoi. Chaud. Mais c'est un vrai... Enfin, c'est vrai que moi, j'utilise souvent l'image du terrier du lapin blanc. Le seul problème, c'est que quand vous commencez à rentrer là-dedans, vous risquez de pas en sortir. Donc, faites très attention à ça. Parce que quand on découvre un peu cet univers qui se passe en dessous, il y a quand même que des personnes brillantes. Enfin, l'univers de la blockchain, c'est assez incroyable. Il y a beaucoup de gens... Enfin, ça va au-delà de l'art, au-delà de la spéculation. C'est un peu politique. Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle des DAO. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Decentralized. Ben voilà, c'est des DAO, c'est des Decentralized Autonomous Organization. Et en fait, dans cet univers, les mecs créent plus de start-up, ils font des DAO. Okay. Et donc des DAO, c'est des projets décentralisés où chacun est rétribué à la hauteur de son travail et où chacun va toucher des actions décisionnelles à la hauteur de son travail. Et donc, c'est une organisation complètement horizontale avec... pareil, 9 sur 10 qui foirent complètement, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est quand même compliqué à faire. Mais ils sont en train d'essayer de réinventer, on va dire, je vais un peu loin, mais la démocratie, quoi. Ok, ben voilà, et du coup, tu vas assez loin dans le... Ouais, mais ça donne envie de creuser, c'est le nouveau monde, quoi, c'est clair. Ça me plaît, John. Où est-ce qu'on te suit, toi? Sur Twitter? Twitter, John Carp, J-O-H-N-K-R-P. LinkedIn, John Carp, pareil. Ok. Et puis on ajoute évidemment, on peut s'abonner à ton podcast, donc NFT Morning. Il y a une newsletter qui va avec, je crois. Exactement. Elle est quotidienne, du coup? C'est une newsletter hebdomadaire, parce qu'on ne veut pas recommencer trop. Ou alors, il faut être fort, comme Marc Fiorentino ou nos amis de Time to Sign Off. Il faut vraiment être très, très fort. On n'ose pas, pour l'instant, faire une newsletter quotidienne. Donc, nftmorning.com. Tu gagnes comment ta vie sur ces trucs-là?
ça? Il y a le bouquin et sinon... Ça, c'est pas du tout de la monétisation. Ça. Tu trouves les bons NFT, en fait. C'est déjà pas mal. En fait, c'est vraiment... Tu valorises ton patrimoine. Ouais, il y a un peu de réseau aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de réseau là-dedans. Donc, ça te permet d'avoir les infos un peu... et je peux pas, moi, tu peux pas m'aider. Je peux pas te donner un peu d'argent et que tu le places dans des NFT pour moi. Tu fais pas ce genre de choses ou me dire, tiens, j'ai pas envie d'y passer trop de temps, mais ça m'intéresse. Écoute, je peux le faire pour des copains, pour en discuter. Pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Très bien. Écoute, c'est cool. T'as une martingale, toi, John, un petit faible, un petit business qui te... Ouais, c'est forcément dans les NFT. Je vais pas te saouler. Normalement, j'essaie de demander un peu en dehors, mais t'avais l'air tellement obsédé par ça depuis 2 ans. Non, mais je suis obsédé par ça. Donc c'est vrai que ma martingale aujourd'hui. En fait, je vais même plus loin. Ça veut dire que maintenant, dès que je fais un cadeau de mariage, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de bar mitzvah ou je sais pas, j'offre un NFT. Trop bien. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. En début d'année, un copain, c'était en janvier, je lui ai acheté un Marseillais, je lui ai acheté une carte Sorare Dimitri Payet, tu vois. Ouais. Je l'ai payé 50 balles en début d'année. Et là, il est content parce que cette carte, elle vaut 1000 balles maintenant, un truc comme ça, tu vois. Donc, moi, voilà, c'est juste mon petit truc, mon petit kiff, si tu veux. Maintenant, comment tu l'offres, ce truc? Il faut juste l'envoyer sur un wallet, c'est ça? C'est une galère. C'est une grosse galère. Franchement, en fait, s'il y a des entrepreneurs qui écoutent et qui veulent créer un service pour offrir facilement des NFT aux gens, je pense qu'il y a un marché là-dessus. Ok. Très bien, il y a des entrepreneurs qui écoutent, je pense. Great. Bah écoute, donc toi, ta petite martingale, c'est? Ma petite martingale, du coup, alors, elle est un peu obscure. Hein. Elle est un peu obscure. J'adore les martingales obscures. C'est justement un univers de NFT qui est sur une nouvelle blockchain qui s'appelle... une nouvelle blockchain. Une blockchain Tezos. Une blockchain d'ailleurs d'origine française. Et le site, en fait, s'appelle Hic-et-Nunc. H-I-C-E-T-N-U-C, ici et maintenant en latin. Et donc, ma martingale, si tu veux, c'est que là, pour l'instant, tu as des NFT qui coûtent que dalle, qui sont là-dessus. Tu vois, le marché Ethereum est un peu cher, mais sur Hic-et-Nunc, tu peux acheter des trucs pour 1 Tezos, 5 Tezos, 10 Tezos. 1 Tezos, ça vaut 6 balles à peu près. Donc, tu as des trucs qui valent vraiment, vraiment, vraiment pas cher et qui, à mon avis, demain, tu vas avoir des grandes découvertes, des choses. C'est complètement... Alors, le site est complètement... Il est imbitable, le site. Il est imbitable. J'essaie de le chercher. Déjà, tu me mettras les liens parce que là, tu me les enverras. Je t'enverrai les liens, mais le site est imbitable. Il est vraiment, pour le coup, il faut un petit peu suivre. En fait, d'ailleurs, il faut suivre plutôt des artistes sur Twitter qui sont sur Hic-et-Nunc pour pouvoir retrouver ça parce que c'est un peu... C'est très très compliqué, c'est volontairement compliqué. Oui, je pense que c'est même pas référencé sur Google, hein, j'ai l'impression. Hic-et-Nunc.nft, il semblerait qu'il n'y ait aucun résultat pertinent associé à votre recherche. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait exprès. Obscur, je pense ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait exprès de se déréférencer, les mecs. Ouais, c'est possible. Donc, si tu veux. Et là, en effet, t'as des pépites qui coûtent que dalle pour l'instant. C'est des paris, hein, mais je pense que ça, c'est vraiment des trucs à oublier et à ouvrir dans 4-5 ans. Mais je pense qu'il y a une martingale intéressante là-dessus, ouais. Écoute, on a dépassé l'heure de podcast que j'essaie de pas dépasser sur la martingale. Donc merci à toi, John Karp, c'est sympa, tu me fais faire n'importe quoi. J'ai adoré cet épisode, j'ai découvert plein de trucs. En même temps, vous voyez, j'ai testé et tout, j'ai créé des comptes et j'ai presque réussi à être multitâche. C'est fantastique. Je suis en train de m'augmenter moi-même comme personne. Non. Je t'ai vu, tu m'as impressionné. Ouais, t'as vu, non, mais là, je suis chaud. J'adore. Donc voilà, essayez de trouver cet univers, sachant qu'évidemment, si le truc vous plaît, au plus on est, au plus on va réaliser le machin. Hein, parce que si personne n'y croit, ça ne marchera pas. Bon, il faut y rentrer, évidemment. Et si ça vous met la petite puce, moi ça fait longtemps que j'ai envie de regarder, mais là je suis chaud, c'est très très concret, c'est ce que je cherche à faire sur la martingale, ce qu'on a fait, donc voilà, la martingale n'est pas encore la martingale, mais ça viendra plus tard. Et on atteindra Graal bientôt, ouais. Merci en tout cas, suivez tous John, et puis abonnez-vous à NFT Morning. Merci 1000 fois pour ton temps. Merci Matt, c'est un plaisir. On va voir si on va le commercialiser ce NFT, on va le faire avec l'équipe là, on vous fait ça pour la sortie, on mettra ça dans le lien de l'épisode. On va se marrer. Allez, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Soyez aventuriers et puis baroudeurs, et puis prenez pas trop de risques. N'oubliez pas que vous jouez vous jouez pas, c'est votre argent, voilà. Vous avez des enfants, vous avez des tas de responsabilités, donc voilà. Mais allez-y petit à petit, et vous verrez, c'est intéressant. À la semaine prochaine sur la martingale. Salut John. Salut tout le monde. Ciao.
Hop, me revoici avant la fin de cet épisode parce que, comme on évoque avec John dans cet épisode, la création d'un NFT, on s'est un peu pris la tête après pour se dire comment on le fait, est-ce qu'on le fait, pourquoi on le fait. Alors on réfléchissait à faire un NFT dans lequel vous seriez potentiellement propriétaire d'un épisode, de cet épisode, d'un bout de l'épisode, etc. Puis on s'est dit, attends, ça va rien rapporter, c'est pas très concret, enfin on n'en sait rien, c'est un peu obscur. Du coup on s'est dit, on va faire un truc très concret pour se marrer, un beau petit déj dans un endroit superbe qui s'appelle le Royal Monceau, donc qui est avenue Hoche dans le 8e à Paris, et voilà, avec John et moi, et l'idée c'est de se rencontrer, de se faire un truc hyper sympa, hyper quali. C'est l'hôtel, je crois, où était Lionel Messi quand il est arrivé à Paris, donc ça déconne pas. Voilà, le 19 janvier 2022, si vous arrivez après cette date, tant pis pour vous. Et puis voilà, ceux qui l'achètent, vous serez les premiers à l'avoir, vous pourrez venir ou choisir de le revendre. Peut-être qu'il y aura des gens qui vous le racheter plus cher, peut-être que ça vaudra 50 000 $, peut-être que ça vaudra rien du tout. C'est à vous de voir. On a mis un prix de base aux alentours de 250 $, parce que c'est les NFT minimum pour avoir des fees qui couvrent, un prix qui couvre tous les fees qui vont autour. Voilà, on met tous les détails dans la page de l'épisode. Je vous dis à plus. J'espère vous voir au Royal Monceau le 19 janvier 2022. À plus. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.